Ils ont ri quand elle a posé le pied sur le tarmac. 19 ans, trop jeune, trop silencieuse. Et ce fusil ? Pas un modèle réglementaire, plus long, plus lourd, presque anachronique dans une unité qui ne jurait que par la précision et la technologie. La chaleur du désert tremblait comme un mirage tandis que l'équipe des Navy Seals se préparait pour une extraction à coups à haut risque, profondément en territoire ennemi. « Restez en arrière », avait murmuré l'un d'eux. Puis la radio s'était tue. Et depuis des kilomètres, enfouie sous les vagues de sable brûlant et de vent, elle n'avait tiré qu'une seule fois. Quelques secondes plus tard, l'embuscade s'était effondrée, et personne n'avait plus ri. L'hélicoptère avait touché le sol à 4h30 du matin, et le désert brûlait déjà, pas à la façon dont brûle le feu, plutôt comme brûle la pierre, lentement, patiemment, avec une absolue certitude. L'air au-dessus du sable se tordait en vagues serrées avant même le lever du soleil, une distorsion frémissante qui courbait chaque horizon jusqu'à le rendre incertain. Le sergent Nathan Briggs avait survécu à 4 déploiements sur 3 continents. Il savait ce que ce genre de chaleur faisait aux hommes. Elle les rendait stupides, elle les ralentissait, elle les faisait commettre des erreurs. Il se tenait près de l'appareil, bras croisés, quand elle descendit. Elle portait une mallette rigide, noire mat, plus longue que la plupart. Le genre de mallette qui s'annonçait avant même la personne qui la transportait. Son équipement était propre et ajusté, rien de flottant, rien de négligé. Cheveux bruns tirés en arrière, yeux déjà en mouvement. Mais pas vers l'équipe, pas vers Nathan. Vers la lisière des arbres à l'est, vers la crête au nord, vers les tourbillons de poussière au-dessus des dunes lointaines. Elle ne les regardait pas du tout. C'est précisément cela qui le dérangeait le plus. « Donovan », dit-il sobrement. « Sergent ?» répondit-elle. Elle posa la mallette à côté de sa botte, sans qu'on le lui demande, se mit au garde-à-vous, mais avec cette qualité particulière, ni rigide ni feinte, celle d'une posture tellement répétée qu'elle était devenue autre chose, quelque chose de plus calme. Derrière lui, 2 hommes échangèrent un regard. Harker, le tireur désigné de l'équipe, pencha la tête vers la mallette. 26 ans, il tirait en compétition depuis l'âge de 12 ans, 4 confirmations au-delà de 1000 mètres. Ce n'était pas le genre d'homme à s'impressionner facilement, et il portait ce fait à découvert, comme un insigne. Derrière Harker se tenait Calhoun, le briseur de portes qui occupait à peu près le même espace physique qu'un réfrigérateur industriel. Calhoun avait prononcé peut-être 47 mots en présence de Briggs au cours des 3 derniers mois, ce que Nathan avait fini par comprendre, non comme de la froideur, mais comme sa manière d'habiter le monde, à travers ses mains, à travers les seuils et les mécanismes, à travers les problèmes qu'on démonte et qu'on résout. Il regarda Sarah Donovan, comme il regardait tout en évaluant la capacité de charge. À côté de Calhoun se trouvait Merritt, 24 ans, solide au feu et parfois trop habile à trouver des raisons de s'inquiéter, ce qui était un atout en phase de planification et un défaut quand le plan était déjà lancé. Merritt regarda Sarah, puis regarda Briggs, et ce regard était une question à laquelle Nathan ne répondit pas. Le reste de l'équipe attendait à l'intérieur. 6 en tout, plus Nathan, plus la jeune femme à la mallette. 8, le bon chiffre pour cette opération. Briggs n'en était pas moins mécontent. « C'est un Remington 700 ?» demanda-t-il. « Modifié », dit Sarah Donovan. « Modifié ?» Il prononça le mot comme une chute de comédie. Configuration de base, culasse longue, chambre personnalisée, canon de 28 pouces. Harker s'éloigna avant qu'elle ait allé défini. Pas avec insolence. Il ne se donnait pas la peine de performer l'insolence. Il avait simplement cessé d'écouter, comme on cesse d'écouter quelque chose qui n'a rien à vous apprendre. Nathan observa cela sans commentaire. Il avait lu son dossier. 19 ans. Première de sa promotion à la qualification SOCOM de base. Aucun déploiement en zone de combat. Une évaluation de terrain en zone non hostile qu'elle avait également terminée en tête. Les notes de l'officier évaluateur étaient inhabituelles. La candidate manifeste une capacité singulière de lecture environnementale, recommandée en filière accélérée pour l'intégration observation-tir longue portée. C'était le mot singulière qui l'avait accroché. Pas exceptionnelle, pas remarquable, singulière. Il l'avait rangée dans un coin de sa mémoire et était passé à autre chose. « Briefing dans 5 minutes, dit-il, et il pivota vers l'abri opérationnel.
Sarah Donovan ramassa sa mallette et suivit, sans regarder l'équipe, toujours tournée vers la crête de l'Est, vers le nord, vers l'air tremblant au-dessus des dunes. À l'intérieur, l'équipe se rassembla autour d'une table sur laquelle était posé un affichage topographique et une série de photographies. 7 opérateurs, Nathan compris. Sarah Donovan formait le 8e. Elle se tint en retrait et ne dit rien. Briggs exposa la mission avec l'économie de parole de quelqu'un qui l'avait fait trop de fois pour en gaspiller. Un contractant américain, civil, non combattant, était retenu à environ 42 km au nord-est, dans un compound près d'un lit de rivière asséché. Le renseignement l'y avait localisé 18 heures plus tôt. La fenêtre était étroite. L'itinéraire d'extraction traversait 3 km de terrain découvert avant d'atteindre le périmètre. La couverture était minimale. L'opération était conçue pour la vitesse. Entrer, récupérer l'actif, repartir avant que toute force adverse puisse s'organiser. Évaluation de la menace ? Demanda Calhoun. L'homme le plus massif de la pièce avait une façon de poser les questions qui les faisait ressembler à des accusations. Élevé, dit Briggs. 3 sources distinctes ont signalé des mouvements inhabituels dans la zone au cours des 48 dernières heures. Rien de confirmé, mais rien qu'on néglige non plus. Et elle ? Fit Harker. Il ne regarda pas Sarah en disant cela. Observation, à 3 km pas à l'est sur la crête. Nathan désigna la carte. Elle tient la position, elle surveille. Si on a des ennuis, elle est notre dernier recours. Harker émit un son qui n'était pas tout à fait un rire. 3 km, c'est la position, dit Briggs. La portée effective de cette antiquité, c'est quoi ? 2000 mètres par beau temps avec de l'air propre, dit Harker. Dans cette chaleur, avec les thermiques et le cisaillement du vent, je connais la position, dit Sarah tranquillement. La salle se figea légèrement. Harker se tourna vers elle pour la première fois. Tu n'as jamais été en théâtre d'opération ? Non, alors tu ne sais pas ce que cette chaleur fait à une balle à cette distance. Elle soutint son regard sans ciller. La densité de l'air à cette altitude et à cette température abaisse la trajectoire d'environ 10 à 15 cm par 100 mètres au-delà de 2000 mètres. Les thermiques au-dessus du sable augmenteront cette déviation d'une variable que je calculerai sur place en fonction du régime de vent matinal. L'effet Coriolis à cette latitude ajoute approximativement « Ça suffit », dit Briggs. Pas pour la couper sèchement, simplement parce qu'il avait entendu ce qu'il lui fallait. Sarah s'arrêta. Harker la regarda encore un moment. Puis il se retourna vers la carte. Personne ne rit, mais personne ne dit rien non plus. Le silence était son propre verdict, et Sarah Donovan avait vécu assez longtemps à l'intérieur de ce genre de silence pour savoir exactement ce qu'il signifiait. Elle regarda la carte. Elle mémorisa la ligne de crête. Elle nota la direction des indicateurs de vent dominant dans le coin supérieur de l'affichage topographique. Dehors, le désert continuait de brûler. Elle avait appris à tirer avant de savoir faire du vélo. Non parce que son père était imprudent avec les armes, c'était l'exact opposé. Le colonel Thomas Donovan, retraité, avait été l'homme le plus méthodique qu'elle eût jamais connu. Il abordait chaque chose comme il abordait un tir longue distance, avec patience, avec précision, dans une absence totale d'ego. L'ego, répétait-il, c'est ce qui te fait manquer la cible, ça te fait précipiter, ça te fait croire que tu as déjà la réponse avant d'avoir posé la question. Il lui avait mis un fusil entre les mains à 7 ans, un verrou calibre 22, assez léger pour qu'elle le tienne correctement si elle posait les coudes comme il fallait et respirait depuis le diaphragme. Cette première session avait duré 3 heures. Ils avaient tiré exactement 4 cartouches. Une pour comprendre la détente, une pour comprendre le souffle, une pour comprendre le vent, une pour essayer de tout assembler. Elle avait touché la cible au 4e coup. Il ne l'avait pas félicité. Il avait dit « c'est le début ». Tout le reste n'est que la mesure de ce qu'il te reste encore à apprendre. Voilà ce qu'était Thomas Donovan. Il avait détenu pendant 11 ans le record du tir confirmé le plus long dans l'histoire de son unité, jusqu'au jour où un engin explosif sur le bord d'une route avait emporté sa main gauche et la quasi-totalité de l'ouïe de son oreille droite. Il était rentré avec une Purple Heart, un congé médical et un silence qui remplissait la maison comme une météo. Il ne parlait pas de la guerre,
Il ne parlait pas du tir. Ce qu'il faisait, c'était emmener sa fille au stand chaque samedi pour lui enseigner le seul langage qu'il avait jamais pleinement fait sien. Le vent, la distance, le souffle. Il n'utilisait jamais de télémètre. Il se méfiait des systèmes laser comme certains hommes se méfiaient des politiciens, non que la technologie fût peu fiable, mais parce que la dépendance à son égard rendait l'utilisateur peu fiable. Le vent change, disait-il. Le laser, lui, l'ignore. Toi, tu dois le savoir. Sarah avait hérité de ses yeux, de sa patience et d'aucun de ses silences. Elle parlait quand elle parlait, avec la rapidité nette de quelqu'un qui a passé des années à penser avant d'ouvrir la bouche. Elle n'était pas distante, elle n'était pas froide, elle était simplement précise. Elle disait ce qu'elle voulait dire, et pas grand-chose de plus. Elle avait tenté d'expliquer cela au recruteur de l'armée qui lui avait demandé de se définir. Il avait écrit réservé et était passé à la suite. Ce qu'il n'avait pas noté, ce qu'elle n'avait pas offert, c'était le reste. Le passage où, à 17 ans, elle s'était allongée en position de tir pendant 6 heures dans le désert du Mojave, en juillet, traquant un marqueur de cible unique à travers des thermiques mouvants, ajustant sa position toutes les 20 minutes à mesure que la chaleur construisait et reconstruisait toute la géométrie du tir. Le passage où elle avait manqué largement à ses propres standards, 46 cm à gauche, et où son père, l'œil collé à la lunette de visée, n'avait rien dit pendant 30 secondes avant de lâcher. Bien. Maintenant, recommence. Cette fois, écoute ce que le manqué t'a dit. Elle avait tiré 11 cartouches supplémentaires cet après-midi-là. Les 7 dernières avaient toutes touché le centre de masse. Le recruteur n'avait pas noté non plus les palmarès de compétition, ce qui tenait à la fois à sa propre discrétion et à un choix délibéré d'éviter certains événements où le regard des autres aurait attiré une attention indésirable. Elle avait concouru sous une variante de son nom, SK. Donovan, l'initiale du milieu, ne signifiant rien en particulier, juste un tampon. Dans les circuits régionaux de tir de précision à longue portée à partir de l'âge de 15 ans. Elle n'avait plus perdu un seul concours longue distance depuis ses 16 ans. L'écart avec lequel elle gagnait était généralement assez significatif pour mettre les organisateurs dans l'embarras. Des hommes d'âge mûr qui se retrouvaient dans la position délicate de remettre un trophée à quelqu'un qui n'avait pas encore passé le baccalauréat. Elle n'avait pas fait ça pour les trophées. Elle l'avait fait pour l'étalonnage. La méthode de son père reposait sur le volume, non le volume des cartouches tirées, mais celui des conditions rencontrées. Il fallait tirer dans la chaleur et le froid, sous la pluie et par vent de travers, en l'absence de vent et avec un vent variable. Il fallait tirer quand on était épuisé, quand on était nerveux, quand la cible était floue. Il fallait construire une bibliothèque de décisions si complète que, face à n'importe quelle situation, le corps puisse la consulter plus vite que l'esprit conscient ne formule la question. Mémoire musculaire, c'était le mauvais terme. C'était quelque chose de plus profond, la mémoire des conditions. Savoir ce que ressent une température précise contre le doigt sur la détente et ce que cela implique pour la pression à exercer. Savoir à quoi ressemble un miroitement de mirage 1 minute avant une rafale thermique, ce qui est différent de son apparence 1 minute après. Thomas Donovan avait passé 11 ans à bâtir cette bibliothèque. Il lui avait donné 20 ans pour construire la sienne et elle ne faisait que commencer. Maintenant, elle s'installait derrière la crête, à 3 km de la zone d'extraction, avec la même application que lui avait transmise. Elle trouva d'abord une cuvette, une dépression naturelle dans la roche qui offrait un camouflage sans comprimer sa position. Elle testa le sol sous ses coudes, sentit le moindre caillou instable, se décala de 5 cm. Elle cala son sac sous le fût du fusil pour que l'angle du canon corresponde au point de chute calculé pour la zone d'extraction. Puis, elle attendit. Le vent venait du nord-ouest à cette heure-là, léger, de 7 à 10 km par heure. Les thermiques au-dessus du sable commençaient à se former avec la montée du soleil, et elle les observait à travers sa lunette comme son père le lui avait enseigné. Non comme une perturbation, mais comme une information. Le miroitement de chaleur n'était pas l'ennemi, c'était le message. Il suffisait de comprendre ce qu'il disait. Elle mit son carnet de données à jour. Un carnet souple, page légèrement usée. Elle actualisait sa correction de vent, son estimation d'altitude-densité.
la température ambiante comparée à celle du canon depuis l'ombre matinale. Son écriture était petite et parfaite. En bas, dans la zone d'extraction, les cils se mettaient en position. Elle localisa Briggs en premier, puis Harker, puis les autres. Elle les suivit avec l'attention tranquille de quelqu'un qui avait regardé des gens progresser en terrain difficile toute sa vie. Quelque chose changea dans le vent à 6h13. La zone d'extraction était un lit de rivière asséché flanqué de formations rocheuses, basses et brisées, que les cartes étiquetaient terrain irrégulier et que Calhoun avait qualifié avec plus de précision d'endroit de merde pour se faire prendre. Briggs faisait avancer l'équipe en formation échelonnée, binôme espacé de 30 mètres. Harker en tête. Le GPS donnait un signal propre pour l'instant, mais Nathan avait évolué dans assez d'environnements aux communications dégradées pour savoir qu'un signal propre était une condition provisoire, pas une promesse. Le compound était visible à 2 km, des murs bas, blanchis à la chaux jadis, aujourd'hui de la même couleur que le sable alentour. Un véhicule garé côté sud. Les images satellites l'y montraient immobile depuis 22 heures. Soit une position ennemie très sûre d'elle-même, soit une position abandonnée. Et Nathan avait fait ça assez longtemps pour savoir que quand l'ennemi affichait cette confiance, il avait ses raisons. Il activa sa radio. « Donovan, confirmez position. » « Confirmé. J'ai le compound en vue. Le véhicule au sud est occupé. Je vois un halo thermique du moteur. Il a tourné dans les 3 dernières heures. » Nathan prit note. Mouvement sur le périmètre, rien de visible, mais le vent fait quelque chose d'étrange sur la face est de la crête. Définissez étrange. Un silence. Il s'est inversé, brièvement, puis s'est corrigé. C'est un autre silence. Je ne suis pas encore certaine de la cause. Continuez d'observer. Il fit signe à l'équipe de progresser. Briggs menait des opérations de ce type depuis les 7 ans. Il connaissait ce sentiment qui montait dans sa poitrine. Pas de la peur, exactement. La peur était un mot trop simple. C'était davantage la conscience d'un schéma qui commençait à prendre forme dans son champ de vision périphérique, reconnaître les premières notes d'une mélodie déjà entendue, qu'on n'a aucune envie d'entendre à nouveau. Il avait vécu 3 embuscades. L'une l'avait surpris. Les 2 autres, il les avait sentis venir, comme on sent le temps changer, non à partir de données précises, mais d'une sensibilité globale à la forme des choses. Il leur avait fait confiance ces 2 fois-là. Ces hommes étaient cogiles et étaient encore en vie. Ils ressentaient la même chose maintenant. Le problème, aucune donnée concrète ne justifiait un changement d'itinéraire. Et modifier une route sans données concrètes, c'était une façon différente de tuer ces hommes, en abandonnant une approche couverte pour une découverte, en échangeant les risques connus contre les inconnus. Les opérations ne se planifiaient pas en poésie. On avançait sur des données, sur des analyses. La voix de Donovan dans son oreillette. Le vent s'est inversé. Il tournait et retournait la phrase dans sa tête. Il ne savait pas encore quoi en faire. Il continua d'avancer. Le caporal Merritt, qui progressait sur la gauche de Briggs, se glissa à sa hauteur à l'intervalle suivant. Merritt avait 24 ans et faisait partie de l'équipe depuis 14 mois. Solide sous le feu, mal à l'aise avec l'incertitude, ce qui, selon Nathan, en faisait à la fois un excellent soldat et, à l'occasion, un maillon fragile. « Tu crois ce qu'elle dit ?» demanda-t-il discrètement. « Sur le vent ? Sur tout ça ?» Nathan ne répondit pas immédiatement. Il avait relu les notes d'évaluation ce matin. Capacité singulière de lecture environnementale. L'officier évaluateur s'appelait le lieutenant-colonel Sarah Brennan. 9 ans à diriger des évaluations SOCOM. Pas une femme qui choisissait ses mots au hasard. Elle est là parce que quelqu'un qui sait ce qu'il fait l'y a envoyé, dit Nathan. Pour l'instant, ça me suffit. Merritt n'avait pas l'air convaincu, mais il cessa de poser des questions. À 6h34, le GPS vacilla. Le signal passa de 4 barres à une seule en l'espace de 30 secondes, se rétablit, puis coupa totalement. Nathan consulta son appareil de secours. Même résultat. Il passa à la boussole et se repéra sur la dernière position connue. « Comms ?» demanda-t-il. « Instable » dit Sutton, l'opérateur radio. « J'ai des interférences que je n'explique pas. Spectre large, pas ciblé. Naturel ? Peut-être. La chaleur pourrait les réfléchir sur la face rocheuse. » Sa voix manquait de conviction. « Donovan » dit Nathan. « Vous nous avez toujours ? Je vous ai, répondit-elle, calme et stable. Vous êtes à environ 400 mètres du coin sud-ouest du compound. Il y a une dépression de terrain à votre 11 heures.
Elle vous couvre jusqu'à 150 mètres du mur. Reçu. Sergent. Allez-y. Quelqu'un a soigneusement nivelé le sable sur l'approche est. La structure des dunes ne correspond pas à l'historique du vent. Quelque chose est passé par là récemment et on a essayé de le dissimuler. Nathan s'arrêta exactement 3 secondes. Puis, il dit « Notez » et reprit sa marche. Derrière lui, il entendit Harker marmonner quelque chose entre ses dents. Il ne demanda pas ce que c'était. Sarah Donovan avait appris que le désert dit tout, à condition de savoir l'écouter. Son père le lui avait dit un samedi après-midi dans le Mojave, quand elle avait 11 ans. Et elle n'en avait compris toute la profondeur qu'à 16 ans, lors de 2 semaines passées dans un camp de tir de précision avancé dans le désert du Grand Bassin, allongé dans le sable pendant des heures, à observer les régimes de vent traverser un paysage qui semblait parfaitement immobile. Le désert n'est jamais immobile. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Chaque surface d'un environnement désertique est en mouvement perpétuel et subtil. Le sable, l'air au-dessus, les thermiques montant de la roche sombre, les ombres projetées par des crêtes lointaines qui révèlent l'angle du soleil, donc l'heure, donc la façon dont le vent risque de tourner dans les 40 minutes suivantes. C'était, avait dit son père, comme lire une langue. Elle la lisait à présent. L'inversion de vent qu'elle avait signalée à Briggs à 6h21 avait duré approximativement 4 secondes. En plein désert, les inversions à cette échelle se produisent quand une masse chaude importante perturbe la couche limite. En général, un véhicule, un groupe de personnes en formation serrée ou du matériel chauffant générant sa propre colonne convective. Il n'y avait pas de véhicule sur la face est de la crête. Elle avait vérifié. Pas de matériel visible non plus. Donc, des hommes. Elle balaya l'approche est à travers sa lunette selon une grille lente et méthodique, de gauche à droite, du proche au lointain, en tenant compte du miroitement. Elle cherchait quelque chose qui ne se déplaçait pas, comme le sable se déplace. Quelque chose qui s'inscrivait, de façon infinitésimale, différemment de son environnement. Cela lui prit 6 minutes. Là, à environ 2/3 de la hauteur de la face et de la crête. Une position construite avec un talent réel. Quiconque l'avait choisi comprenait les angles d'ombre, savait utiliser la formation rocheuse pour se fondre dedans. Mais le sable autour du bord inférieur de la position était légèrement plus foncé. Il avait été perturbé récemment et n'avait pas encore tout à fait séché, et la ligne d'ombre ne tombait pas tout à fait comme il le fallait. Il y avait une légère protrusion sur le bord est qui ne correspondait pas au profil de la roche. Un canon de fusil. La certitude arriva comme elle arrivait toujours pour elle, silencieusement, sans effet, simplement présente. « Briggs, dit-elle, allez-y. Il y a un tireur embusqué sur la face est de la crête, à environ 50 mètres de hauteur, au-dessus du plancher de la zone d'extraction. Il a une ligne de tir sur votre axe d'approche actuel. » Un silence de 4 secondes. Puis, confirmé. Niveau de confiance élevé, le schéma d'ombre ne correspond pas à la formation. La perturbation du sable est récente. Il y a un contour de canon sur le bord inférieur droit de la position. Un autre silence, plus long. « Harker, dit Briggs sur le canal d'équipe, avis, je ne peux pas voir la position d'ici, dit Harker. L'angle est mauvais. Donovan, dit Nathan, vous pouvez neutraliser cette position. Elle avait déjà fait le calcul. Distance jusqu'au tireur embusqué sur la crête est 2840 mètres. Vent courant nord-ouest à environ 9 km/h, l'anomalie de rafale inversée suggérant une composante secondaire en provenance de l'est au niveau du compound. Température à sa position, 41 degrés. Le canon avait été à l'ombre du matin jusqu'à 6 minutes plus tôt. « Oui, dit-elle. »« Attendez, dit Briggs, nous n'avons pas encore confirmation hostile. Ne tirez pas avant. » L'équipe RPG ouvrit le feu depuis le sud. Cela se passa en l'espace d'un souffle. L'instant d'avant, la zone d'extraction était chaude, silencieuse et gérable. L'instant d'après, elle ne l'était plus. La première rafale automatique crépita depuis le coin sud-ouest du compound, balayant le sable découvert à 40 mètres devant l'élément de tête. Pas assez près pour être précise, assez près pour être délibérée, les repoussant vers l'est, loin de la dépression, vers l'espace ouvert entre les deux formations rocheuses. Contact sud-ouest, voie plate de Harker, immédiate, couverture à droite,
Briggs poussa l'équipe fort vers la formation rocheuse de l'Est, qui était exactement là où on les forçait à aller. Du haut de la crête, Sarah voyait la géométrie. Comme son père lui avait appris à voir la géométrie, non comme une collection d'éléments individuels, mais comme un système. Le tir venant du sud-ouest était un entonnoir. La formation rocheuse de l'Est en était les parois, et au bout de l'entonnoir, Briggs, stop. Ne bougez pas vers la formation rocheuse de l'Est. La formation rocheuse de l'Est est la zone de mort. Il y a au moins 2 tireurs sur la face nord. Le tir du compound vous y dirige, le bruit des coups de feu. Puis un bref silence comme un souffle retenu. « Reçu », dit Nathan. Sa voix avait changé. Pas tendue, concentrée, alternative. La dépression à votre 11h. Vous l'avez dépassée 50 mètres en arrière. Elle n'est dans aucune ligne de tir direct du compound, de la formation S, ni du tireur embusqué. C'est 50 mètres de terrain découvert. Oui, avec des tirs entrants depuis 2 directions. Oui. Un silence, puis une rafale de larmes de Calhoun en riposte. L'engagement avait 3 secondes d'existence et était déjà chaotique. « Donovan ?» dit Briggs, « le tireur sur la crête. Où est-il ? Toujours en position. Il n'a pas tiré. Il attend que vous sortiez à découvert. Pouvez-vous l'éliminer maintenant ? Oui, faites-le. » Elle était déjà sur lui. La cible se trouvait derrière couverture. Elle voyait environ 40% du haut du corps à travers une brèche dans la formation rocheuse. Camouflage désert, casque, lunettes de protection, œil collé à sa lunette, patient, professionnel. Il attendait le moment où les cils sortiraient à découvert pour courir, ce que n'importe qui ferait sous ce feu entrant. Il n'envisageait pas une seule seconde la possibilité que quelqu'un l'observât depuis 2840 mètres. Elle ne lui en voulait pas. Ce n'était pas une possibilité raisonnable. Elle expira à mi-chemin. Elle laissa le réticule se poser. Le vent enregistrait en ce moment 3 km par heure de plus que sa dernière lecture. Elle compensa d'1/4 de milliradian dans la composante vent. Elle cligna des yeux. Elle cessa de cligner. Elle pressa la détente. Ce que personne qui ne l'a pas vécu ne peut pleinement comprendre, c'est le silence. On tire, et il n'y a plus rien à faire. On ne peut pas guider la balle. On ne peut pas la corriger. On ne peut pas la rappeler. Elle quitte le canon et entre dans un monde de force qu'on a fait de son mieux pour calculer. Puis, elle est entièrement seule, traversant un air mouvant, chaud, fondamentalement indifférent à vos intentions. À 2840 mètres, le temps de vol est d'environ 2,8 secondes. Sarah Donovan ne regardait pas à travers sa lunette pendant ces 2,8 secondes. Elle gardait les yeux ouverts. Elle contrôlait sa respiration. Elle sentait la vibration résiduelle du départ de la détente se dissoudre dans le bout de ses doigts. Elle avait tiré le coup qu'elle avait calculé être en mesure d'effectuer. Qu'elle l'eût réussi serait résolu dans 2,8 secondes. Le fusil que lui avait légué son père, le véritable, celui qui lui avait transmis après que son deuxième AVC l'eût cloué définitivement au sol, était une culasse Macmillan TAC 50 mariée à un corps de culasse longue, action personnalisée qu'un armurier de Tucson avait passé 3 semaines à construire selon les spécifications précises de Thomas Donovan. Ce n'était pas le système le plus moderne, pas le plus sophistiqué technologiquement. Il n'avait pas de calculateur de vent intégré, ni de lunettes intelligentes, ni aucune des intégrations numériques que portaient les fusils de précision militaire de la génération actuelle. Ce qu'il avait, c'était une détente d'exactement 2,3 livres, constante à moins d'1/4 d'once dans toutes les conditions que Sarah eût jamais testées. Ce qu'il avait, c'était un canon rodé sur 600 cartouches jusqu'à une consistance que l'armurier de Tucson avait qualifiée, à voix basse, d'inquiétante. Ce qu'il avait, c'était l'histoire de son père. 11 confirmations à déporter qui avaient mis les gens mal à l'aise, un record tenu pendant 9 ans avant qu'un engin de route ne prît la main qui l'avait bâti. Elle avait les yeux de sa mère et les mains de son père. Elle sentit la réponse arriver avant de pouvoir la voir se confirmer. Le tireur embusqué sur la crête et fut écarté de l'équation à 6h40 et 1 minute et 42 secondes. Sarah ne s'accorda pas le temps de l'intégrer. Elle déplaçait déjà sa lunette. L'équipe RPG était la priorité. Elle les avait identifiés 30 secondes avant que l'embuscade ne se déclenche. 2 hommes derrière un talus de terre bas.
au bord sud-est du mur d'enceinte, à environ 90 mètres de la porte principale. L'un portait le lance-roquettes, l'autre était le chargeur. Ils n'avaient pas encore tiré parce que le feu du compound n'avait pas encore produit l'effet escompté. Les SEALs n'avaient pas été poussés dans l'entonnoir. Ils étaient toujours à couvert, toujours dangereux, toujours imprévisibles. Cette fenêtre se refermait. Distance jusqu'à l'équipe RPG. 3180 mètres. Elle ajusta. Le chargeur avait une position de tir marginalement meilleure depuis son angle à elle. Elle choisit le tireur. Éliminer en priorité l'homme qui tient l'arme plutôt que celui qui tient les munitions, c'était du triage de base. Un ennemi déterminé pouvait ramasser un lance-roquette, tomber et continuer l'engagement. Ce n'était pas possible pour un homme avec le lance-roquette et sans partenaire formé pour maintenir la menace de façon efficace. Le vent avait tourné à nouveau, nord-ouest, plus fort. Elle l'estimait maintenant à 12 km/h, avec une légère variance de rafale toutes les 30 à 40 secondes. Les thermiques entre elles et la cible représentaient la variable la plus difficile. À cette portée, la réfraction thermique pouvait dévier une balle de 60 à 90 cm dans les 500 derniers mètres. Elle observait les thermiques. Elle chronométrait les rafales. Elle regardait l'air au-dessus du sable pour détecter le schéma de miroitement particulier qui indique une accalmie dans la colonne convective. Une fenêtre brève, d'habitude 3 à 5 secondes, pendant laquelle l'interférence thermique diminue. 40 secondes s'écoulèrent. Ce qu'il y a à comprendre dans l'attente à portée extrême, c'est qu'elle exige une qualité de immobilité que la plupart des tireurs ne développent jamais, simplement parce qu'ils n'en ont jamais besoin. En deçà de 1000 mètres, les variations de vent ne se cumulent pas de la même façon qu'à distance. Une rafale qui ajoute 8 cm de dérive à 800 mètres en ajoute 55 à 3000. Les mathématiques y sont implacables, mais elles indiquent aussi précisément quand il ne faut pas tirer, et de façon tout aussi précise quand la fenêtre est là. Sarah avait appris à ressentir cela, pas à le calculer en temps réel, même si elle pouvait le faire aussi. L'insistance de son père à travailler sans aide informatique avait développé en elle une capacité de traitement parallèle qui opérait en dessous du niveau de la pensée consciente. Elle observait les thermiques et son corps s'ajustait déjà. La tension dans l'épaule, la pression sur la détente, la rotation infime du poignet, avant que son esprit eût fini de formuler la décision. Son rythme cardiaque, 44 battements par minute. Elle le contrôlait comme elle contrôlait tout, par le souffle. En contrebas, les coups de feu. Elle ne précipita rien. La fenêtre s'ouvrit, elle pressa la détente. Temps de vol à 3180 mètres, environ 3,1 secondes. Pendant ces 3,1 secondes, Nathan Briggs déplaçait son équipe d'un couvert à l'autre en bon contrôlé, essuyant des tirs depuis 2 positions et ripostant depuis 4. Harker avait pris une écorchure sur l'avant-bras gauche, sans gravité, mais saignant abondamment. Calhoun avait mis hors combat l'un des tireurs du côté du compound avec une rafale qui, à tout compte fait, relevait d'un tir exceptionnel sous pression. Merritt était sur la radio en train de tenter d'établir n'importe quelle liaison avec la base, et la radio lui répondait rien. Nathan avait la sensation, familière depuis les déploiements difficiles, que la géométrie de la situation était sur le point de basculer de gérable à ingérable. L'équipe RPG, derrière le talus, était le point pivot. Si elle tirait, la dynamique de l'engagement changeait de façon catastrophique. Si elle ne tirait pas, si quelque chose la retardait, la perturbait, l'éliminait, il existait encore un chemin. Il calculait ce chemin quand il entendit le son, pas un coup de feu. On n'entend pas le coup qui vous tue. Ce qu'il entendit, c'était l'absence de ce à quoi il s'était préparé. Il avait guetté le lancement de la roquette, le sourd battement de la propulsion, la traînée de fumée. Il avait déjà calculé les trajectoires probables. À la place, rien. Puis la voix de Harker, tranchante, différente de ce qu'elle avait été, l'équipe RPG est neutralisée. Les deux. Je ne vois pas d'angle de tir. D'où est-ce que ça vient ? Nathan regarda vers le talus. Les 2 hommes et la tête étaient à terre. Le lance-roquette gisait dans le sable. Personne dans l'équipe n'avait une ligne de tir sur cette position. Personne dans l'équipe ne se trouvait à la portée à laquelle. Il dit simplement « Donovan ». « Oui, sergent, c'était vous ?» Un silence. « La position RPG. »
Oui, distance, environ 3180 mètres. La radio se tut pendant 2 secondes entières. Reçu, dit Nathan. Il fit avancer l'équipe. L'embuscade ne s'effondra pas de façon dramatique. Elle s'effondra comme les choses bien construites s'effondrent lorsqu'on leur retire un élément porteur, systématiquement, avec une sorte d'inévitabilité structurelle. L'équipe R-PG avait été l'encre de la coordination. Sa disparition brisa la synchronisation. Le feu du compound, qui avait été méthodique et organisé, devint réactif. Les tireurs sur la formation Est qui attendaient que l'entonnoir leur livre leur cible n'avaient désormais plus de solution d'engagement claire, plus de chaîne de commandement lisible. Nathan fit passer l'équipe dans la brèche. 50 mètres de terrain découvert. 12 secondes. Pendant ces 12 secondes, Sarah Donovan neutralisa 2 positions de tir supplémentaires. L'une sur la face nord de la formation rocheuse et l'autre sur le toit du compound, et pista, sans engager, un 3e tireur qui rompit par la porte et du compound et courut vers le nord. Distance sur cette cible, 2400 mètres en mouvement. Elle calcula la solution, tint 2 secondes, puis relâcha la détente sans tirer. Elle n'avait pas confirmé le statut hostile de cet individu. L'homme fuyait. La voix de son père, depuis une session d'entraînement 12 ans plus tôt, « Tu n'es pas une arme, tu es une décision. Fais attention aux décisions que tu prends. » Elle ne tira pas. L'équipe atteignit la dépression et l'utilisa. Briggs avait 2 tireurs couvrant le sud pendant que les autres remontaient vers le coin nord-ouest affaibli du compound. Calhoun força l'entrée en 40 secondes. Le contractant, un analyste civil prénommé Kenneth Albright, 43 ans, déshydraté mais capable de marcher, fut trouvé dans la 3e pièce sur la gauche. La phase de contact avait duré 11 minutes en tout. Sarah maintint sa position pendant 30 minutes après l'entrée de l'équipe dans le compound. Elle observait le périmètre, surveillait le terrain. Elle actualisait sa correction de vent toutes les 10 minutes et ajustait son carnet de données dans la petite écriture précise qui paraissait toujours légèrement incongrue dans un contexte de combat. Personne ne vint. À 7h24, Nathan établit la liaison avec l'extraction. À 7h41, l'hélicoptère arriva. À 8h12, Sarah Donovan montait à bord avec sa mallette. Elle s'assit, elle ferma les yeux, elle expira. Le débriefing dura 4 heures. Il se tint dans l'abri opérationnel avec 5 personnes, un système d'enregistrement et beaucoup de café froid. L'officier de renseignement qui le dirigeait était une femme méthodique et rigoureuse du nom de capitaine Dana Pruett, qui posait ses questions dans le même ordre, quelles que fussent les réponses précédentes, et ne laissait jamais paraître si elle était ou non surprise par ce qu'elle entendait. Elle le fut. Elle le montra exactement une fois, lorsque Sarah donna la distance du tir sur l'équipe RPG, 3180 mètres. Pruett dit « Approximativement. Je n'avais pas de télémètre sur cette position. Je travaillais avec les données topographiques et l'estimation visuelle. Et vous avez effectué ce tir dans des conditions thermiques. Il y avait une fenêtre d'accalmie. J'ai attendu. » Pruett la regarda un moment. Puis elle regarda la transcription de l'engagement sur la table. Puis elle nota quelque chose. « Il faudra faire vérifier la position, » dit-elle. Bien sûr. La vérification intervint 2 jours plus tard, quand une équipe retourna sur zone dans le cadre d'une évaluation de suivi. La position RPG fut confirmée à 3210 mètres du point de tir de Sarah. La position du tireur embusqué sur la crête et fut confirmée à 2855 mètres. L'écart entre ces chiffres et les estimations de Sarah était, dans chaque cas, à l'intérieur de la marge d'erreur d'estimation visuelle. Le rapport de Pruett notait, sans commentaire éditorial, que les 2 tirs représentaient les confirmations les plus longues dans les registres opérationnels actuels du théâtre. Le précédent record avait été détenu pendant 6 ans par un tireur de l'armée britannique à 2740 mètres. Personne ne fit d'annonce officielle, personne ne publia de communiqué. Mais les rapports circulèrent, comme circulent les rapports, et les chiffres parlèrent d'eux-mêmes. Il y avait une 2e partie du rapport qui reçut moins d'attention, mais qui était, à certains égards, plus significative. C'était l'observation de Pruett selon laquelle le renseignement pré-mission fourni par l'élément de tir de précision, en particulier l'identification de la position sur la crête est et la perturbation anormale du sable sur l'approche orientale,
avait matériellement modifié l'issue de l'engagement. Si l'équipe avait suivi l'itinéraire initial et pénétré dans l'entonnoir, les tirs croisés simultanés du compound, des tireurs de la formation et du tireur embusqué sur la crête auraient créé un engagement encaissé avec une couverture minimale et aucune issue. L'évaluation de Prouet, rédigée dans le langage plat du reporting officiel, estimait que sans la déviation par rapport à l'itinéraire original, des pertes au sein de l'élément SEAL auraient été probables. Le mot probable n'apparaissait pas dans le résumé du rapport. Il apparaissait dans une note de bas de page. Personne n'y fit d'annonce officielle non plus, mais la note circula. Et certains des hommes qui la lurent restèrent assis dans un silence particulier un long moment, à faire un calcul qu'ils n'avaient pas su devoir faire. Le tir à 3210 mètres n'était pas censé être possible. Pas dans ces conditions, pas avec cet équipement, pas sans télémètre ni calculateur de vent, pas sans ce type d'intégration numérique sur lequel le tir de précision longue distance s'appuyait désormais par principe. Harker s'attarda longtemps dans l'abri opérationnel après le débriefing, les yeux fixés sur l'affichage topographique, refaisant les calculs dans sa tête, ceux qu'il avait déjà faits, mais dont il obtenait maintenant un résultat différent. Il tirait à ce niveau depuis 4 ans. Il comprenait ce que représentaient les variables à portée extrême. Il savait ce que la déviation thermique faisait à la trajectoire d'une balle. Il savait, viscéralement, où se trouvaient les limites. Ces limites ne correspondaient pas à ce qui s'était passé aujourd'hui. Il repensa à ce qu'elle avait dit lors du briefing avant l'opération. Les mots auxquels il avait cessé d'écouter, les chiffres précis, la densité d'altitude, la déviation de trajectoire, la correction de Coriolis à cette latitude, récités sans note, sans hésitation, sur le ton de quelqu'un qui décrit une évidence. Il n'avait pas entendu de l'expertise. Il avait entendu une fille de 19 ans qui parlait trop. Il s'assit avec ça un moment. Ce n'était pas le genre d'homme qui s'excusait facilement, pas de l'ego, ou pas seulement. C'était plutôt qu'il s'appliquait à lui-même une norme qui compliquait les excuses. Admettre qu'on s'est trompé oblige à rendre compte du pourquoi. Et rendre compte du pourquoi signifie examiner le processus qui a produit la mauvaise conclusion. C'est un travail inconfortable. Il regarda l'affichage topographique encore 10 minutes, puis il alla la trouver. Elle nettoyait le fusil quand il arriva. Le pad d'hélicoptère était désert à cette heure-là, et elle s'était installée sur le bord, avec l'arme démontée sur un tissu propre, parcourant le processus avec la même application méthodique qu'elle apportait à tout. Elle ne leva pas les yeux à l'approche de ses pas. Elle les avait entendus depuis 30 mètres. « Donovan », dit-il, « Harker ». Il s'assit sur le muret de béton à côté d'elle et regarda le désert. C'était le soir maintenant, et la lumière faisait ce qu'elle fait dans le désert en fin d'après-midi. Tout tournait alors à la rouille, à l'ambre, rendant le paysage âpre brièvement, étonnamment beau. Le sable qui avait été brutal et indifférent à 4h du matin rayonnait à présent comme chauffé de l'intérieur. Il ne dit rien pendant un moment. Elle ne remplit pas le silence. Elle continua de travailler sur le fusil. « Je vous dois des excuses, dit-il finalement. Elle suspendit son geste. Pas longtemps. Puis elle reprit. « Vous n'êtes pas obligé, dit-elle. « Si. » Il regarda ses mains. « J'ai cessé d'écouter avant que vous ayez fini. C'était une mauvaise pratique, surtout avant une opération. » Elle le regarda pour la première fois. Il était assis les avant-bras sur les genoux, sans jouer l'humilité. Juste en l'apportant. « Vous ne me connaissiez pas, dit-elle. Vous n'aviez pas de raison de me faire confiance. J'avais la même raison de vous faire confiance qu'à n'importe qui dans une équipe avant qu'ils aient fait leurs preuves. Vous étiez là. Vous aviez été validé. Ça aurait dû suffire. » Il la regarda dans les yeux. « Ça n'a pas suffi. Et ensuite, vous... » Il s'arrêta, secoua la tête. 3200 mètres, 3210, dit-elle avec douceur. D'après l'équipe de vérification, il esquissa presque un sourire. Presque. Comment vous avez fait ? Elle réfléchit à la façon de répondre. La réponse honnête était longue et impliquait les méthodes d'entraînement d'un homme mort et 600 samedi matin et un petit carnet de calcul manuscrit et une qualité d'attention particulière qu'elle n'était pas sûre de pouvoir expliquer parce qu'elle l'avait depuis toujours et qu'elle n'en avait jamais été privée. La réponse courte était plus simple. « J'ai attendu le bon moment, dit-elle, et j'ai fait confiance à ce que je savais. » Il acquiesça, dit rien un moment. « Le fusil de votre père ?
Elle jeta un œil sur les pièces posées sur le tissu, son mécanisme, mon canon, ses spécifications de chambre. Il vous a formé, tout ce que je sais. Elle reprit le tronçon du canon et commença à nettoyer l'âme. Il disait que l'ego était la chose qui vous faisait manquer, que ça vous faisait précipiter, vous faire croire que vous aviez déjà la réponse. Harker garda le silence un moment. Il avait raison, dit-il. Nathan Briggs les trouva là tous les deux 20 minutes plus tard. Il s'arrêta au bord du pad et les observa un instant. Harker assis là sur le muret, Sarah nettoyant son fusil, le désert virant alors derrière eux, et sentit quelque chose se déposer dans sa poitrine. Il reconnut le soulagement, mais c'était aussi quelque chose d'adjacent, quelque chose comme une correction, comme le recalibrage qui se produit quand une information qu'on portait de travers prend enfin la bonne forme. Il s'assit de l'autre côté de Sarah. Elle lui lança un regard, continua de nettoyer. « Albright est stable, dit-il. On lui a mis des perfusions. Il sera évacué médicalement à Landstuhl demain. » « Bien, dit-elle. Il regarda le désert un moment. Le soleil était presque à l'horizon. Les ombres de la crête ouest s'étiraient, longues et fraîches. « Je veux dire quelque chose, dit-il. Elle attendit. Quand vous m'avez parlé du tireur embusqué avant l'opération, je vous ai entendu. Je l'ai enregistré, mais je n'ai rien changé. J'ai continué sur le même itinéraire. Il marqua une pause. C'était une erreur. Vous m'avez fourni un renseignement exploitable et je l'ai traité comme une possibilité. Vous ne pouviez pas le confirmer, dit-elle. Vous non plus. Mais vous étiez plus confiante que je ne vous en ai accordé le crédit. Elle ne répondit pas directement à ça. Elle emboîta le tronçon du canon et le verrouilla d'un quart de tour précis. Mon père disait, commença-t-elle, puis s'arrêta. Quoi ? Elle mit la culasse en place. Il disait que le moment le plus dangereux dans tout engagement n'est pas quand les choses tournent mal. C'est l'instant juste avant, quand on est sur le point de prendre la décision qui déterminera si les choses vont tourner mal. Elle regarda le fusil assemblé. Il faut être très immobile dans cet instant, très honnête. Il faut entendre tout, même ce qui est gênant à entendre. Nathan s'assit avec ça. Le désert se taisait comme il se tait au crépuscule, jamais vraiment silencieux, mais le son changeait de registre, devenait plus bas, plus intérieur. Le vent du nord était tombé à presque rien. Quelque part au loin, un moteur de véhicule monta, puis s'évanouit. « On va recommencer, » dit-il enfin. « Autre mission, autre terrain peut-être, mais le même genre de choses. Oui, dit-elle, je veux que vous continuiez à me dire ce que vous voyez, même si je pousse en sens contraire, même si ça nous ralentit. Dites-le quand même. » Elle le regarda. Quelque chose dans son expression se déplaça. Pas un adoucissement exactement, mais une ouverture, comme une lunette qui fait le point. « Oui, sergent, » dit-elle. Il acquiesça. Puis Harker, sans préambule ni transition, demanda « Quel âge aviez-vous pour votre premier tir au-delà de 1000 mètres ?» Sarah Donovan considéra la question. « 13 ans, » dit-elle. « Mais mon père disait que ça ne compte pas avant 15 parce qu'avant, la patience n'est pas encore là. » Un silence. « Je crois qu'il avait raison, » ajouta-t-elle. Harker ne dit rien, mais ne détourna pas les yeux. Le désert continua de brûler encore 1 heure. Tous les trois restèrent au bord du pad pendant que la dernière lumière quittait le ciel et que les étoiles s'allumaient une à une, vives et froides à cette altitude, le genre de ciel qui faisait de la chaleur du jour une rumeur. Personne ne raconta d'histoire. Personne ne fit de grandes déclarations. Le fusil était propre, la mission était accomplie, et à 42 km au nord-est, dans un lit de rivière asséché qu'une carte topographique appelait « terrain irrégulier », le sable reprenait lentement, patiemment, ses droits sur les traces de ce qui s'y était passé. Le vent avait tourné à nouveau, sud-ouest maintenant, chaud et sec. Sarah Donovan le sentit sur son visage, nota la température, le classa dans la partie de son esprit qui collectait toujours des données, construisait toujours le calcul suivant, se préparait toujours au prochain instant où le vent compterait et où la patience pour le lire ferait la différence entre tout et rien. Elle ne dit rien. Elle regarda les étoiles. 2 semaines plus tard, dans l'abri opérationnel, lors d'un briefing de mission standard, Nathan Briggs installa l'affichage topographique et passa en revue l'évaluation des menaces, l'itinéraire, la chronologie, la séquence d'exfiltration. Il passa tout cela en revue dans le même langage économique et plat qu'il avait toujours utilisé. À la fin, il s'arrêta.
Donovan, dit-il, dites-moi ce que vous voyez. Elle s'avança vers l'affichage. Elle étudia les courbes topographiques, le calque satellite, les données historiques de vent dans le coin supérieur. Elle traça la ligne de crête sur l'approche est. Elle nota les angles d'ombre, les sources d'eau connues, les regroupements de végétation qui indiquaient une humidité souterraine et donc un sol meuble. Elle parla pendant 3 minutes. Personne ne regarda ses chaussures. Personne ne marmonna. Personne ne cessa d'écouter avant qu'elle eût fini. « Harker » dit Nathan. « Commentaire ?» Harker regarda la carte. « Je déplacerai la position d'observation de 40 mètres au nord. L'angle est légèrement meilleur et le miroitement thermique au-dessus de la roche ouest ne sera pas un facteur dans la fenêtre du matin. » Sarah acquiesça. « D'accord, je tiendrai compte de la position révisée dans mon carnet de données. » Nathan les regarda tous les deux. « Bien, dit-il, au travail. » Personne ne rit. Personne n'avait ri depuis que l'hélicoptère était revenu. Certaines leçons s'écrivent dans le sable et le désert les reprend. D'autres s'écrivent dans quelque chose qui ne s'efface pas. Dehors, le vent soufflait du nord-ouest à 9 km/h. Sarah Donovan le savait déjà depuis son réveil. Dans la 2e semaine de juin, dans une petite maison de Tucson, en Arizona, un homme avec une seule main était assis dans une chaise de cuisine et écoutait un appel téléphonique. Quand il fut terminé, il posa l'appareil sur la table et regarda par la fenêtre pendant un long moment. Dehors, le désert était lumineux et immobile. Il ne dit rien, inutile. Il savait déjà ce qu'était sa fille. Il l'avait toujours su. Le fusil accroché au mur derrière lui, l'original, celui d'avant les modifications, celui qu'il avait porté pendant 11 ans et à travers 2 théâtres d'opération et plus de matins que la mémoire ne pouvait en compter, captait la lumière de la fenêtre et la retenait. Il le regarda un moment. Puis, il se leva, lentement, comme se lève un homme de 61 ans avec une oreille interne abîmée, avec précaution, avec conscience et alla à la fenêtre. Le Painted Desert s'étendait sous la crête derrière sa maison, la chaleur se construisant déjà malgré l'heure matinale. Il avait regardé cette vue pendant 23 ans. Il connaissait chaque formation rocheuse, chaque ravin, chaque endroit où le sable changeait selon la direction du vent. Il pensa à un samedi où Sarah avait 13 ans, le tir qu'elle avait réussi et qu'il avait dit ne pas compter. Techniquement, il avait eu raison. À 13 ans, la patience n'était pas encore pleinement là. Et la patience était ce qui rendait le tir reproductible. Une performance isolée n'était pas ce vers quoi il avait travaillé. Il avait construit quelqu'un qui pouvait faire le tir 2 fois, 10 fois, 100 fois, dans des conditions qui empiraient progressivement. Il pensait qu'elle pouvait probablement le faire 100 fois maintenant. Il posa sa bonne main à plat, contre le verre de la fenêtre, et sentit la chaleur passer à travers. « Bravo, petite », dit-il très doucement, à personne en particulier. Dehors, le désert gardait son silence. Il l'avait toujours fait.